Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce mardi 7 février en République centrafricaine. Au lendemain des votes dimanche pour le premier tour des élections législatives et le second de la présidentielle, le temps était hier au dépouillement des bulletins de vote. La collection des bulletins, qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit pour certains bureaux de vote, a précédé l'acheminement des urnes et des procès-verbaux vers la capitale Bangui. Les bulletins en provenance des 4 coins du pays sont désormais vérifiés et recomptés dans le centre de traitement des données de l'Autorité nationale des élections. Leur dépouillement se déroule en présence des représentants des 2 candidats. Les résultats provisoires complets devraient être annoncés d'ici une semaine, mais dès ce mardi, l'ANE devrait être en mesure d'annoncer des premiers chiffres partiels. Le rapporteur général de l'Autorité nationale des élections s'exprime au sujet du bon déroulement du scrutin de dimanche, malgré un petit incident. Il donne également quelques détails sur le délai du dépouillement avant l'annonce des premiers résultats provisoires. Quelques jours avant le scrutin, l'un des candidats aurait été, n'est-ce pas, agressé par des hommes armés du côté après Sibut vers la Kémo. Mais le jour du scrutin, à proprement parler, nous avons noté aucun incident sécuritaire. Nous avons eu un temps assez long pour commander le matériel. Nous l'avons reçu à temps à Bangui, nous l'avons déployé à temps, ce qui a fait que le jour du scrutin, le 14, les bureaux de vote, dans la quasi-totalité, ont ouvert à l'heure ou alors sur un léger décalage de 15, 20, 30 minutes par-ci, ici et là. Le résultat entier, ce sera dans 6 jours. Parce que le code électoral, pour le second tour, nous accorde un délai de 6 jours pour donner les résultats provisoires. Restons en Afrique centrale où le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, a procédé hier à l'inauguration d'un nouvel hôpital à Brazzaville. La cérémonie a lancé le démarrage de ce nouveau grand chantier, l'occasion à environ un mois de la présidentielle congolaise de réaffirmer l'image de bâtisseur du chef de l'État. Lors de ce rassemblement qui ressemblait plutôt à un meeting politique compte tenu de la forte présence des militants du Parti congolais au travail au pouvoir, M. Sassou Nguesso a procédé à la symbolique pose de la première pierre de l'édifice. 4 bâtiments ont déjà commencé à émerger dans cette structure qui devrait accueillir plus de 440 lits. Mercredi dernier déjà, Denis Sassou Nguesso avait inauguré une route reliant le nord du Congo au sud du Cameroun. Le coût de construction de cet hôpital en chantier à Brazzaville est estimé à 167 milliards 200 millions de francs CFA, soit plus de 250 millions d'euros. Destiné à être géré par l'armée, cet hôpital devrait être construit en 4 ans. Ouvert à tous, il comprendra notamment un service pédiatrique et obstétrique. Complément d'information avec ses représentants de la direction de l'hôpital. Il y aura surtout des centres opérationnels d'urgence, parce que notre pays n'est pas à l'abri des catastrophes. Et que pour l'instant, il n'y a aucune structure qui peut abriter un centre opérationnel d'urgence. Donc en collaboration avec les secteurs publics que nous représentons, il faudra voir avec la gamme des hôpitaux généraux en cours de construction, avec le CH en cours de modernisation, je crois qu'il y a moyen de faire qu'il y ait des paliers qui fassent que cet hôpital réponde aux besoins des populations, non seulement des militaires, mais aussi des civils. Bon, je tiens à vous rappeler qu'il y a 25 ans, nous avions un centre de radiothérapie au niveau de l'hôpital général, et les patients provenaient de RDC, de Centrafrique, du Gabon, du Cameroun. Donc on était déjà une destination médicale. Il faut restaurer cette destination dans le contexte de la modernisation actuelle. Puis il faut surtout faire un effort pour offrir aux populations des soins de qualité. Au niveau de ce nouvel hôpital, un centre de transfusion sanguine propre aux armées. Vous savez que nous participons aux missions extérieures, nous avons des pertes et nous ne pouvons pas continuer à attendre que le sang vienne du centre de transfusion sanguine. Il nous faut avoir notre propre centre de transfusion sanguine. L'agenda du président Denis Sassou Nguesso montre qu'il participera à toute une série d'autres lancements de chantiers et d'inauguration de projets d'ici le 3 mars. Le 3 mars qui sera la veille du début de la campagne électorale pour la présidentielle qui aura lieu, je vous le rappelle, le 20 mars. Grâce à un récent changement de constitution, Denis Sassou Nguesso sera en effet candidat à sa succession aux côtés de 9 autres candidats.
En Afrique de l'Ouest, le chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Mali s'est rendu ce week-end à Kidal. L'officiel de la MINUSMA a rendu visite samedi aux casques bleus déployés dans la ville suite à l'attaque la veille contre un camp de l'ONU, une attaque revendiquée par les djihadistes d'Ansardine. L'attentat a tué 6 soldats guinéens de la MINUSMA et un deuil national de 3 jours a été décrété depuis ce dimanche dans tout le pays. Outre les morts, l'ONU annonce également une trentaine de blessés. De leur côté, les djihadistes affirment dans un communiqué avoir fait des dizaines de morts et de blessés. Le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, s'est déplacé à Kidal pour apporter son soutien aux employés des Nations Unies. Avant son arrivée, il avait aussi rendu visite à des soldats blessés en soins dans une clinique de Bamako. Autre attentat, celui en Somalie, hier, suite à l'explosion d'une bombe dans une voiture. Le véhicule en question, garé à Mogadiscio, appartenait à Mouhidine Mohamed, un ancien ministre somalien de la Défense en 2008. L'homme a été tué sur le coup dans l'attentat qui s'est déroulé dans le quartier du centre-ville K4. Pour le moment, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais comme souvent, les islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda sont suspectés, notamment compte tenu du mode opératoire utilisé. Cet officier de police décrit les circonstances de l'attentat et fournit quelques détails sur la victime. Écoutez. La bombe était attachée sur le siège de la voiture et a explosé pendant que la voiture roulait. Il y avait 2 hommes à bord. Et l'explosion s'est produite après que l'un d'eux soit monté dans la voiture. La victime était l'ancien ministre de la Défense sous le Premier ministre Nour Hassan Hussein. À ce que je sais, il était actuellement conseiller politique au Parlement somalien. Au nord du continent, un gouvernement d'union nationale de la Libye a été formé hier au Maroc. Sa composition a été soumise au Parlement, reconnu par la communauté internationale. Les détails avec ces déclarations du Premier ministre désigné de ce gouvernement, ainsi que du porte-parole du Conseil présidentiel. Nous avons 13 postes ministériels et 5 ministres d'État. Le nom des postes ministériels: ministère de la Défense, ministère des Finances, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères, ministère de Justice, ministère des collectivités locales, ministère de l'Économie et de l'Industrie, ministère des Affaires sociales, ministère de l'Emploi, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère de la Planification, ministère des Transports. Ce gouvernement a été créé aujourd'hui, puis nous avons envoyé la liste au Parlement pour l'approbation. Terminons notre journal, direction l'Asie, sur la route de la soie entre la Chine et l'Iran. Hier, un train de marchandises chinois est arrivé en gare de Téhéran après avoir emprunté le fameux itinéraire qui reliait l'Asie à l'Europe et qui a permis de transporter pendant des siècles entre ces 2 continents des marchandises sur une piste de terre, dont ce précieux tissu, la soie. Alors, outre la nostalgie de cette époque lointaine du commerce transasiatique, l'opération a surtout pour objectif de renforcer les relations économiques entre l'Empire du Milieu et l'Iran. Il aura fallu 14 jours au train, objet de cette grande cérémonie officielle d'hier, afin de relier les 2 pays via le Kazakhstan et le Turkménistan. Ce trajet de 10 400 km entre les ports de Shanghai et de Bandar Abbas aurait permis, selon la compagnie ferroviaire iranienne, de gagner 30 jours par rapport à la route maritime. Le train, qui doit effectuer dans un premier temps le trajet une fois par mois et poursuivra à terme sa route vers l'Europe, transporte 32 conteneurs de marchandises. Téhéran et Pékin espèrent ainsi porter leurs échanges commerciaux à 600 milliards de dollars d'ici 10 ans, contre environ 50 milliards actuellement. Les détails avec ces membres de la compagnie ferroviaire d'Iran. Nous avons besoin d'accroître nos relations de transport et d'accroître toutes les opportunités pour plus d'échanges entre les pays, en particulier entre l'Iran et la Chine. Nous avons besoin d'une voie rapide pour le transport de biens de la Chine vers l'Iran et vice-versa, du port de Bandar Abbas en Iran vers la Chine. La route ferroviaire ne sera pas seulement utilisée pour livrer des marchandises à l'Iran et nous espérons que dans l'avenir proche, nous pourrons créer une route ferroviaire de Shanghai jusqu'en Europe en passant par l'Iran. La levée des sanctions aide à promouvoir le transport de biens et le commerce entre les pays. Voilà, c'est la fin de notre Vox Flash du mardi 16 février 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec plaisir demain, mercredi, pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.